En fait, ce truc-là, qui en fait est tout bête, mais qui demande juste de réfléchir un peu. Il n'y a pas d'équation. Voilà. Après, on peut faire des équations, si vous voulez, mais dans un premier temps, il s'agit juste de réfléchir. Et il y a un truc qui va vous y. Alors, vous allez dire, ah ben oui, bien sûr. Mais dans un premier temps, il n'y a pas d'équation. Posez-vous juste la question, où c'est qu'elle peut bien tomber, cette pierre. Vraiment, mettez-vous juste dans. Voilà, je veux dire, je vous dis, moi j'étais au collège quand je me suis posé cette question. C'est vraiment, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il faut juste se poser une question simple. Vous avez le droit à être platiste, hein, je veux dire, mais. Là, vous faites ça comme raisonnement. Putain, je suis vraiment nul en dessin, moi. La Terre, elle n'est pas plate. La Terre, elle n'est pas plate. Donc, comme vous n'êtes pas platiste, vous savez que la Terre, elle est ronde. Toute l'astuce, elle est là. Si vous êtes platiste, la réponse est vraie, elles arrivent en même temps. Platiste. C'est ceux qui croient que la Terre est plate. Vous savez qu'il y a une fédération de Flat Earth Society. Donc vous vous inscrivez à la Flat Earth Society qui regroupe tous les gens qui militent pour que la Terre soit plate. Je suis allé voir leur site web, il est bien fait. Hein. Et ils ont des tas d'articles documentés pour montrer que la Terre est plate. Donc on peut adhérer à la Flat Earth Society. D'ailleurs, ça, c'est une preuve que la Terre est ronde, d'ailleurs, au passage. Je dis pas que c'est un effet facile à voir, ça, mais. Alors, quand on passe de là à là, c'est quoi la différence? Du fait qu'on soit plate, du fait qu'elle soit ronde. Il y a une différence quand même notoire. Qu'est-ce qui passe pour ma tour, si vous voulez? Qu'est-ce qui se passe pour la tour quand on passe du plat au rond? Oui, c'est une vision très pratique des choses, mais qu'est-ce qui se passe entre le point d'en bas et le point d'en haut de la tour? Si elle est plate et si elle n'est pas plate. Il ne faut pas oublier un truc. Ah oui, parce que là, vous faites un raisonnement. Non seulement vous êtes platiste, mais vous oubliez que la Terre tourne. La Terre. La Terre tourne avec une fréquence oméga. Là, vous avez tout pour résoudre. Qu'est-ce que vous pensez du haut et du bas de la tour dans ce cas-là?
Oui, enfin oui, j'avais mis vers la droite, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la tour si je sais que la Terre tourne comme ça? Il y a une grande différence. C'est presque ça. Là, vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce que vous pensez du bonhomme qui est en bas ou du bonhomme qui est en haut de la tour? Sachant qu'il tourne, en gros, lui il tourne là, lui il tourne là. Que pensez-vous du cercle qui fait les pieds de la tour et le cercle qui fait le haut de la tour? Parce que ça, il tourne sur la Terre, mais lui il tourne sur un rayon qui est plus grand ou plus petit? Grand. Donc qu'est-ce que vous pensez de la vitesse du bas de la Terre et du vitesse? Je suis en train de faire un truc, vous voyez, évidemment. Ouais, et donc presque ça. Là, vous y êtes, mais vous y êtes sans y être. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va partir avec une vitesse qui est légèrement supérieure à lui. On est d'accord? Et donc, quand il va tomber, il ne va pas tomber là. Il va tomber là. D'accord? Parce que pendant son temps de chute, lui, il va mettre, il va mettre un certain temps pour chuter. D'accord? D'accord? Lui, pendant ce temps-là, il aura avancé de V delta T. D'accord? Lui, en haut, il aura avancé de V' delta T. Avec V' plus grand que V. D'accord? Donc il sera allé plus loin. Donc quand il va arriver par terre, il sera plus loin que les pieds de la tour Eiffel. Hein? Il arrivera par terre, mais à côté des pieds de la tour Eiffel. Et alors, vu que la Terre tourne dans un sens, en fait, ce qu'on appelle le problème de la déviation vers l'Est. Donc ça, c'est un grand classique, l'objet est dévié vers l'Est, quand vous le connaissez. Ok? Alors maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de calculer cette déviation pour un objet qui part de la tour Eiffel, pour voir si c'est un truc tout petit ou si c'est un truc qui est grand. D'accord? Donc ça, c'est pas très dur. Vous connaissez tout, en fait. Vous connaissez le rayon de la Terre, vous connaissez la vitesse de la Terre, elle courbe, vous connaissez la hauteur de la tour Eiffel, vous connaissez la constante de gravitation, vous connaissez absolument tout pour calculer la déviation vers l'Est pour la tour Eiffel. Vous connaissez tout, vous connaissez le rayon de la Terre, vous connaissez 300, vous connaissez la hauteur de la tour Eiffel, vous connaissez tout. Ouais, mettez la vitesse à l'équateur, hein, c'est bon, ça va pas changer grand-chose. De toute façon, ce que vous voyez tout de suite, c'est que la tour Eiffel, elle fait 300 mètres, le rayon de la Terre, c'est 6400 km. Donc vous pouvez vous dire que ça n'a pas dévié vers l'Est beaucoup. Hein. A priori, ça va pas être violent. Mais vous pouvez le calculer. D'accord? Donc en fait, ce truc-là, il est tout bête. Le seul truc, c'est de savoir calculer le périmètre du cercle et le temps qu'il va mettre. Alors le périmètre du cercle, c'est assez facile. Donc en fait, la Terre, c'est une sphère. Hein. On va dire que c'est une sphère. Donc le périmètre d'une sphère, c'est assez facile à trouver. D'accord, c'est ça. Et puis à l'intérieur, on a une petite sphère qui est là, la Terre. D'accord? Et la Terre, elle a un rayon un peu différent. Donc on va dire, voilà, la Terre, elle a un rayon. Alors on va le mettre en bleu. C'est pas ça que je veux faire. La Terre, elle a un rayon comme ceci. Voilà, on va essayer de le faire comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ma Terre. Ça, c'est ma Terre. Et donc là, ici, c'est l'altitude.
qu'on avait appelé, ici c'est l'altitude de la tour Eiffel, donc on avait appelé H, je crois. Ok. Ici c'est le rayon de la Terre. C'est le rayon de la Terre. Donc R c'est le rayon de la Terre, qui vaut 6400 km. Il vaut 6400 km. Et H c'est la hauteur de la tour Eiffel. De la tour Eiffel. Tour Eiffel, donc qui fait 300 mètres, je crois que c'est 330 mètres ou un truc comme ça. Enfin, on va mettre 300 mètres. D'accord? Donc la vitesse au point R, c'est simplement le périmètre à l'altitude R divisé par le temps. Alors, le périmètre, lui, il est connu. C'est simplement 2pi fois R. Et puis le temps pour mettre 2pi fois R, c'est simplement 24 heures. D'accord? D'où la vitesse au point R, c'est simplement 2pi fois R sur 24 fois 3600. Et à ce moment-là, on trouve... Alors, on va voir ce qu'on trouve. Donc, si on trouve 2pi... Alors, j'ai même le pi quelque part dans ce bazar. Attends, je vais mettre les lunettes. Alors, normalement, j'ai le pi quelque part. Il me l'a enlevé ou quoi? Ils m'ont volé mon pi. On va le faire à la main. R c'est 1400 exposant 3 fois 24 enter 3600 fois divisé. Non, là je me suis planté quelque part. Qui c'est qui peut me le faire à la main, ça? Parce que j'ai un problème avec cette calculatrice. Je vire un peu les trucs peut-être. Moi je le fais pour qu'il s'en ait pas comme ça lui. Je veux pas comme ça lui. Bon, je sais pas. Donc, je me suis planté. Qu'est-ce qui va pas? 3 terre 2 fois pi fois d'accord 24 232 mètres par seconde, ça vous va ça? 232 en mètres par seconde. 232 mètres par seconde. C'est bon? En mètres par seconde. C'est vrai que ça fait pas. Regardez pourquoi ma calculette débloque à ce point. Ah ben non, 463, 400. Ouais, c'est ça.
est-tu arrivé à cette vitesse en R, cette vitesse en R'? Donc, maintenant, on va faire simplement... on va dessiner, si vous voulez, notre petite tour. Et en fait... Donc, je vais essayer de faire un dessin qui tient la route. Donc, j'ai ici une Terre qui est un peu oblongue. Ici, j'ai ma tour Eiffel au départ. On va faire une tour normale, si vous voulez. Et puis, à la fin, quand elles sont arrivées... Non, au contraire, excusez-moi. Quand elles sont arrivées, elle est penchée comme ça. Ce qui fait que le pied... Avant, elle était comme ça, la tour, d'accord? Au départ, elle était comme ça. Ce qui fait que le pied, lui, il a parcouru que cette distance-là. Par contre, le haut a parcouru toute cette distance. D'accord? Donc en fait, comme j'ai lancé la pierre d'en haut, la pierre, le bas est arrivé là. Mais en fait, vous voyez que la pierre, elle est censée être arrivée là. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fameuse déviation vers l'est. Parce que le haut tourne un tout petit peu plus vite que le bas. Voilà. Et donc, vous voyez que cette déviation est simplement due au fait que ici, j'ai une vitesse en R', une vitesse en R, que entre là et là, dans mon film, j'ai un temps delta t. Bien, la déviation vers l'est, c'est simplement V de R' moins V de R. J'essaie de l'écrire bien quand même. Moins V de R. Fois delta t. Alors ces deux termes, on les a. Donc ça, c'est pas un souci. Ces deux termes, on les a. Maintenant, il faut trouver delta t. D'accord? À delta t, c'est pas compliqué, c'est simplement la chute dans le vide. D'accord? Donc delta t, c'est un truc que vous avez fait au lycée, je pense, ou au collège. Donc delta t, c'est simplement une pierre qui tombe. Elle tombe dans le vide. Et comme force qui s'exerce dessus, il n'y a que G. D'accord? C'est la seule force qui s'exerce dessus. Enfin, mg, enfin, le poids, quoi. D'accord? C'est la seule force qui s'exerce dessus. Ok. Donc on peut faire un tout petit peu de mécanique, si vous voulez. Donc vous avez somme des forces, c'est égal à MA. Donc vous avez ici A qui fait 0, 0 moins A, qui est égal à... Ici j'ai un M, excusez-moi. Et ici j'ai moins MA. Qui est égal à la somme des forces. Et la somme des forces, c'est 0 moins G. Donc vous en tirez immédiatement que A est égal à G. Ça, c'est le début de mon équation cinétique que vous avez tous vue. Si vous remontez d'un cran, ça vous fait V égale GT plus V0. D'accord? Alors il se trouve que dans ce cas-là, c'est moins V0 puisqu'on est orienté vers le bas. Ça vous fait, vous avez encore X égale X0 plus 1,5 GT2. Alors j'ai oublié un signe, excusez-moi, le V ça va être un moins ici. Sinon ça ne marche pas. Là c'est un moins aussi. Moins GT. Voilà. Vous savez, les équations du mouvement. Donc là c'est un moins, je vous le remets. C'est un moins GT.
Là aussi, le GT est pris sous le truc, donc je le remets. Voilà. Donc là, on a les trois équations du mouvement qui concernent une chute dans le vide, donc je n'ai rien inventé de bien particulier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces trois équations du mouvement? Eh bien, on peut simplement, vous voyez, à partir de celle-ci, donc à partir de la dernière, on peut en tirer le temps, puisque c'est celle-là qui nous intéresse, d'accord? Donc, on va dire qu'au fond du puits, ok, la particule va avec une vitesse V0. Alors, on peut aussi le faire avec le théorème de l'énergie cinétique, hein, c'est ce qu'il a fait là-bas. On peut dire qu'au bas du puits, l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle, ce qui est vrai aussi. Et bon, les deux donnent le même résultat, hein, de toute façon, d'accord? Donc, les deux marchent. Donc, on peut écrire qu'au fond du puits, au fond du puits, T est égal à V plus V0 sur G, ça. Non, c'est V0 moins V sur G. Vitesse et max. On va commencer par écrire différemment. Donc, on en tire que T est égal à est égal à... C'est combien? Non, je suis planté ici. Voilà. Ensuite, ça, on va le réinjecter dans la position. Donc vous avez ici, vous avez que x est égal à moins 1,5 de gt2 moins gt plus x0. Et donc vous pouvez écrire que c'est égal à moins 1,5 de g facteur de v0 moins v sur g au carré moins g fois v0 moins v sur g plus x0. Bon, là je vais vite, c'est juste la manipulation de fractions, donc vous le referez chez vous. C'est égal à moins 1,5 de 1 sur g v0 moins v au carré moins v0 moins v plus x0. Alors là, il faut vérifier qu'on n'a pas oublié quelqu'un en route. Donc v0 au carré sur g, est-ce que ça marche bien? Donc v0 au carré sur v, ça fait mètre seconde moins 2 divisé par mètre carré seconde moins 1. Parce que c'est bien homogène à une vitesse, ça. Non, il y a un problème, j'ai oublié quelqu'un en route là. J'ai oublié quelqu'un en route. Alors, ça, c'est un temps, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un temps au carré. Ça, c'est une longueur. Ça, c'est une longueur aussi.
Bon, alors si on continue un peu là-dedans, alors la première chose qu'on peut faire, c'est simplifier un certain nombre de choses. Donc vous voyez, on va mettre en bas du puits, enfin au sol, vous avez v est égal à 0. Vous avez V qui est égal à 0. Donc on peut déjà couper tous les V0. Donc vous avez ça qui s'en va, ça qui s'en va. Ok. Donc il vous reste finalement quelque chose de beaucoup plus simple. Il vous reste x égale moins 1 demi de g v au carré moins v. Alors du coup ça va devenir plus v plus v plus x0. Ok. Un truc qui manque pas, c'est pas homogène, mon bordel. Est égal à racine de 2g x avec x, c'est la hauteur de la tour. Ok. Ça, c'est un premier résultat intermédiaire que vous obtenez ici. Alors, quand vous êtes arrivé là, vous avez quasiment fini, puisqu'en fait, ce que vous avez, maintenant, vous avez tout ça compliqué. Donc, vous avez une baignoire qu'on va prendre rectangulaire. D'accord. Vous avez une baignoire rectangulaire. Et puis, vous la remplissez d'eau. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que au départ, on appelle ça le cul d'entrée. Puis vous avez ici le cul de sortie. D'accord. Donc, en général, ce qu'on considère, c'est que le cul d'entrée est une constante. Ça, c'est vrai que c'est correct. Mais on considère aussi que le cul de sortie est une constante. Et bien souvent, surtout quand on est à l'école primaire, on vous dit, s'il y a un trou, on modifie le cul de sortie et puis c'est bon. D'accord. On dit simplement le cul de sortie il vaut je sais pas quoi et puis c'est gagné. Alors en fait, c'est relativement faux de dire ça. Parce que le cul de sortie, il ne vaut pas la même chose qu'en fonction de la hauteur. Or, le cul de sortie dépend de la hauteur. Alors ça a des conséquences importantes parce que quand vous remplissez une baignoire, ce qui peut se passer, c'est que, exemple, vous avez ici pas beaucoup d'eau. Et à ce moment-là, ça va être le remplissage qui domine. Avec Q qui est plus grand que Q de sortie. Vous avez ici un système avec moyen d'eau. On verra que ça peut être plus compliqué que ça. Moi, je vous donne ça comme exemple.
Et là, vous avez une stabilité à Q d'entrée est égale à Q de sortie. Et puis, vous pouvez même avoir des cas où vous avez beaucoup d'eau. Pardon. La baignoire est très pleine. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir Q de sortie plus grand que Q d'entrée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir un système très compliqué où en fonction de la hauteur d'eau dans la baignoire, vous avez différents régimes d'évacuation, d'accord, qui font que finalement, c'est pas du tout facile de prévoir le comportement de la baignoire et en particulier de prévoir si elle va se remplir ou se vider. D'accord? Donc c'est ça qu'on demande un petit peu de chercher dans cet exercice. Et vous pouvez même avoir des problèmes d'instabilité. Par exemple, quand vous remplissez une baignoire, vous pouvez être dans un régime où elle se remplit, et là vous êtes content. Et puis petit à petit, vous traversez une frontière et vous vous retrouvez dans un régime où elle est instable. D'accord? Vous allez faire des oscillations. Donc vous avez tous les choix qui sont possibles. Et la nature va trouver le système d'équilibre. Il faut avoir un système chaotique, c'est une possibilité aussi. D'accord? Donc il y a tout ça qui... C'est ça qu'on vous demande. Ok. Alors je vais vous laisser partir. On le fera la semaine prochaine. On fera la correction de ça la semaine prochaine. Donc je voudrais juste vous demander de bien réfléchir à ça pour que vous ayez les corrections à peu près correctes. Puisque vous avez sur votre tour Eiffel, vous avez hop, vous avez la vitesse ici. Excusez-moi, on va l'appeler V0 ici. On va l'appeler V2R', là aussi, c'est ça. V2R', vous l'avez. V2R, vous l'avez. Donc je le fais un peu plus petit parce qu'il est plus petit. Et puis vous avez delta T entre les deux. Donc vous avez absolument tout pour calculer la distance de déviation, puisque vous cherchez en fait, vous ce que vous cherchez ici, c'est par exemple x de R', et puis ici x de R. Et ce que vous cherchez vous, c'est la différence ici. Donc on va appeler delta x. C'est ça que vous cherchez. D'accord? Donc maintenant, c'est pas très très compliqué. Et vous n'avez plus qu'à écrire delta x. Est-ce que tout le monde suit jusque-là? Et vous calculez un truc vachement important là. C'est bon? Il y en a deux qui sont partis là-bas. Et donc vous trouvez à ce moment-là que le delta x, c'est simplement le delta t multiplié par v de R' moins v de R. D'accord? Et ça, on le connaît parce que v de R, on a dit que c'était égal à 0. V de R', on a dit que c'était égal à quoi déjà? On a dit que c'est... On avait dit tout à l'heure, c'est 2pi R plus 300 mètres divisé par 24 10 puissance 3 plus 300. Non, 24 10 puissance 6. Non, 6400, excusez-moi. C'est ça. Alors R, excusez-moi, c'est le rayon de la Terre, donc on va pas le marquer comme ça.
On va marquer directement 2pi fois 6400 10 puissance 3 plus 300. Donc au total, et puis delta t, on a dit que c'était 2GH, le truc classique qu'on avait trouvé. Et donc vous trouvez normalement V, pardon, la distance delta x qui est égale à 1 à 2GH, racine de 2GH, fois 2pi fois 6400 10 puissance 3 fois c'est quoi que j'avais mis j'avais mis combien là ah oui, 6400 10 puissance 3 plus 300 sur 24 10 puissance 3. J'ai écrit quoi comme connerie là? Non, c'est pas ça du tout. C'est 24 heures. 24 fois 3600. C'est tout. Hein. Sur 24 fois 3600. Ok. Alors là, il faut faire le calcul. Donc ça fait, on va voir ce que ça fait. Hop. Donc il faut voir si j'arrive ce coup-ci. Donc c'est 2G sur H. D'accord, ça commence par 2G sur H. H fait combien le puits en profondeur? On n'a pas donné. Il fait 300 mètres, je crois. Racine. Ensuite, on a un 2pi. On a un 2pi facteur du machin, d'accord. Pas mal réfléchir à ce problème parce que c'était un petit problème posé au collège. Je m'étais posé cette question et je me suis aperçu plus tard que c'était une question en fait extrêmement standard en physique. Donc si je me suis posé quand j'étais au collège, je pense que vous pourrez trouver la réponse. Donc on va prendre la tour Eiffel. Et puis pour les besoins de l'exercice, on va même la faire droite. D'accord? Ce sera plus facile. Hop, c'est une tour Eiffel qui ne ressemble pas à une tour Eiffel, d'accord? On peut lui faire la pointe ici avec l'antenne. Vous savez ce qu'il y a en haut de la tour Eiffel? Plein d'antennes, ouais, c'est plein d'antennes pour les télés et tout ça, sont pareils. C'est pour ça qu'elle est un peu plus grande que 300 mètres en fait. Bien, donc comme je suis en haut de la tour Eiffel, je lance une pierre. Écoutez l'énoncé, après on verra. Donc tout en haut de la tour Eiffel, je lance une pierre. Je lance une pierre. Faites gaffe parce que là on n'est pas beaucoup, alors comme les autres parlent pas, on entend que vous. Quoi. Qu'est-ce que je fais là? On lance une pierre. Ouais. La question,
c'est qu'elle va atterrir. On la lance à partir de l'antenne ou de la base? Je voulais dire entre... est-ce qu'on la lance là ou juste en dessous? C'est ça votre question? La pierre, on la lance de tout en haut de la base de l'antenne, là. Ou là? Là. On s'en fout. Voilà. Donc réfléchissez à ce problème. Est-ce que ça tombe au même endroit ou pas? Hein? Ouais. À un moment, elle arrive par terre. Est-ce qu'elle arrive juste à la verticale de là où la lancer ou pas? Il n'y a pas de frottement dans l'histoire. Non, non. Donc c'est la question la plus bête qu'on puisse savoir. Donc bon, on va dire qu'il n'y a pas de frottement. Je ne sais pas pourquoi il y aura un mec sans frottement. Enfin, on va considérer qu'il n'y a pas de frottement. Pour une pierre, c'est à peu près correct. S'il n'y a pas de frottement, elle va tomber verticalement. Ben réfléchissez. Tout est dans le dessin dans ce problème. C'est-à-dire simplement, il faut voir que la Terre n'est pas plate, contrairement à ce que croient certains. Et donc, que quand vous tournez comme ça, vous avez simplement votre Terre qui tourne là, et elle se retrouve là après. Ah, vous n'y voyez rien. Allô, allô? Et que donc, si je prends un point qui est ici, eh bien, pendant un temps d'été, il aura parcouru cette distance. Et si je prends un point qui est ici, pendant un temps d'été, il aura parcouru cette distance. Et cette distance, évidemment, cette distance-là est supérieure à cette distance-là. Et comme la vitesse, par définition, c'est la longueur divisée par le temps, eh bien, comme on a le même temps ici, mais pas la même longueur, on s'aperçoit simplement que VR', si j'appelle ça la vitesse sur l'orbite R', V de R' est supérieur à V de R qui est ici. Donc c'est tout ce qu'il y a comme astuce sur ce problème. Mettre des modules quand même, ce sera plus propre. Donc autrement dit, si je lâche ma pierre ici, bien, quand elle progresse, elle va chuter avec un V horizontal en X qui est plus grand que le V horizontal en Y qui est en X qui est en bas. D'accord? Donc pour le VX, ce qui se passe, c'est qu'elle est ici. Elle part, elle suit pas le rayon de la Terre. Elle part comme ça. Le bleu, c'est pas très génial. Elle avance comme ça. Là, ça, elle arrive ici un peu plus loin. Ici. Alors si je rajoute le Y, en fait, elle fait une sorte de parabole comme ça. Là, et elle atterrit ici. Donc X, et ça c'est X et Y. Ça nous fait une parabole. Ça, vous le savez tous, vous l'avez étudié. D'accord? C'est une parabole, et vous voyez qu'elle atterrit plus loin que le pied de ma tour Eiffel. Bon, donc voilà, ce que je voudrais tous, c'est que vous fassiez ce raisonnement-là. D'accord? Une fois qu'on en est là, on a résolu les 3/4 du problème. La seule chose qui reste que maintenant, c'est de les mettre en équation correctement. Alors ça peut être un peu difficile. Bon, il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas, mais au moins que vous arriviez tous à ce moment-là
où il suffit de mettre en équation. Mais pour ça, il faut réussir à faire des dessins, des gros dessins, et à réfléchir en oubliant les équations, d'accord? Et pas en vous disant, mais quelle équation je vais mettre? Il faut à tout prix mettre une équation de laquelle je vais sortir. Pour l'instant, vous réfléchissez comme ça, en général, de quelle équation vous avez besoin, ça va venir assez naturellement. Bien, maintenant que j'en suis là, il suffit maintenant que je calcule. Ben, je n'ai pas donné de nom, donc distance et le calcul de VR et de VR'. Donc, calcul de VR. Et VR'. Donc, ce que je vais faire, c'est que simplement... Donc, sur mon dessin, finalement, cette distance-là, je vais l'appeler L. Cette distance-là, j'appelle L'. Et puis voilà, et on a dit que cette hauteur-là, on l'appelait H, d'accord? C'est ça, je crois qu'on l'appelle H. Avec H qui est égal à 300 mètres. Ça, c'est la hauteur de chute. Bien. Bon, ben c'est facile, hein, la vitesse, c'est la longueur divisée par le temps, la période. Et la période, c'est 24 heures. Ça, c'est la durée. Fois 3600. Ça, c'est pour passer en secondes. Passage en secondes. Ce qui nous donne finalement une longueur qui vaut 6410 puissance 6,4 10 puissance 6, parce que je le passe en mètres, ok. Et puis c'est tout. Non, un temps, pardon, qui vaut 6400. Puis moi je suis trompé, là c'est la longueur, je calcule là. Un temps qui vaut 24 heures fois 365. Pardon, 24 heures fois 3600 en secondes. Voilà, ça c'est le premier résultat intermédiaire. Et puis fois 365 si on compte à l'année, mais nous on compte sur un tour. Voilà. Donc ça j'ai pas calculé, il faudra le faire plus tard, pour ceux qui veulent. Donc maintenant, la différence la différence de temps de marche, et ben il suffit que je fasse la différence entre mes deux orbites, celle qui est à basse altitude, celle qui est à haute altitude. Et je trouve simplement que delta L est égal à L sur T fois L', excusez-moi, c'est égal à 2pi L' moins L. Donc ça, c'est la différence des périmètres extérieurs moins les périmètres internes sur la période que je multiplie par 24 fois 3600 pour les avoir en secondes. Ok. Avec L qui est égal à 6410 puissance 3
et L' qui est égal à 6410 puissance 3 plus 300 mètres. Voilà. Donc autant dire qu'on va pas se faire mal avec ça. Alors, vous pouvez l'écrire différemment pour revenir à quelque chose de plus sympathique. Vous l'écrivez delta L est égal à 2pi sur T, facteur de 1 on va écrire de L' sur L 1, pardon. On va mettre un moins signe devant. Vous écrivez ici 1 moins L' sur L, facteur de L. Facteur de L, c'est un T, bien sûr. Fois 24 fois 3600. Alors l'intérêt de l'avoir écrit comme ça, c'est que vous voyez très bien que le terme L' sur L intervient comme une correction au 1 ici. Donc quand vous avez un terme L' sur L qui est tout petit, il disparaît devant celui-là. D'accord. Et vous retrouvez simplement L. D'accord. Parce que L' sur L devient petit, vous restez ici 1, vous retrouvez L. Donc vous retrouvez exactement la formule où vous n'avez pas d'écart à la valeur à l'orbite. D'accord. Vous avez l'orbite standard. Et vous avez une idée de la correction ici à la longueur du rayon. Et vous voyez que L' sur L, vous pouvez calculer combien ça fait. Hein. Vous avez quelque chose comme 300. On va le calculer, c'est vite fait. 300 sur 6400 exposant 3. Voilà, vous avez une correction de l'ordre de 0,4%. D'accord, ce terme-là, c'est une correction de l'ordre de 0,4%. Ça fait combien en mètres? Hein? En mètres? Je sais savoir ce que ça fait en mètres. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire si elle veut bien me donner le résultat. Donc j'ai le pourcentage. Oui. Oh putain. Alors, ça fait combien que ça fait? Voilà, j'apprends avec ma calculette. Là. Je trouve n'importe quoi là. Et s'il me raconte lui? C'est juste 4% de 0,4% de croissance. Non, de 6400 km. C'est pas négligeable. 92 mètres, oui, c'est ça. 192.
C'est beaucoup, hein, relatif. J'aimerais bien une calculette qui marche un jour. Pourquoi elle marche pas si? Ouais. Oui. C'est 24 pour 3600 si vous voulez en veux. Ah, ça change beaucoup, ouais. De toute façon, vous pouvez l'enlever, le L prime sur L, il vaut que dalle. Oui, après, c'est entre parenthèses 1 moins L prime. L prime sur L, donc L prime sur L, ça vaut que dalle. Oui, ça vaut 0. Ah oui, quasiment zéro, oui. Enfin, 300 du coup. Oui, ça vaut rien, ça. C'est le terme de pi sur le T qui vaut quelque chose. Et attendez, faites gaffe, le T, c'est le temps de chute. Hein. Grand T. Non, grand T, oui, c'est le temps de chute, hein, dans ce truc-là. Ouais, c'est 9,8. Ça fait 7,65.